stratégie de mobilité de marchandises, régionale de mobilité de marchandises, et j'ai le plaisir, au-delà de faire la présentation et l'articulation entre les différents intervenants, de faire un premier élément d'introductif concernant ce que représente finalement la démarche d'anticipation que le SPOEMI et que le gouvernement wallon a mis en place au cours de la législature passée et qui se déploie encore au cours de cette législature-ci. Alors, je fais signe dans la petite aubette pour qu'il puisse passer les slides. Voilà. Nous allons donc passer une matinée avec plusieurs intervenants et vous aurez ensuite la possibilité de travailler très concrètement dans des ateliers. Vous avez tous sur vos petites nominettes une couleur qui permet d'identifier vos ateliers. Et donc, il n'y a pas au cours de cette matinée qui se veut plutôt académique, qui se veut plutôt unilatérale, dans une seule direction, il n'y a pas véritablement de questions-réponses qui sont prévues. Connaissant la qualité de l'auditoire aujourd'hui, ouvrir la porte aux questions-réponses risquait de nous emmener vers une journée complète académique plutôt qu'une matinée. Et donc, l'idée véritablement, c'est que vous puissiez garder l'ensemble de vos réflexions, de vos questions, pour alimenter les ateliers cet après-midi, au cours desquels, eh bien évidemment, vous allez collectivement avancer vers une amélioration de la réflexion sur la stratégie régionale de mobilité marchandises. Alors, ma présentation, elle se veut introductive et en même temps exploratoire. L'idée, évidemment, c'est que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la question d'une vision. Dans le contexte que nous connaissons d'incertitude, de très haute incertitude, dans tous les domaines, nos sociétés ont besoin d'avoir une construction de vision. La vision en termes de mobilité, au sens très large du terme, à la fois personnes et marchandises, cette vision, elle existe. C'est la vision FACE 2030. Cette vision FACE 2030 a plusieurs objectifs que vous connaissez peu ou prou, que l'on pratique en quelque sorte déjà un peu au quotidien. Premier objectif, c'est la réduction de la congestion. C'est vraiment la question fondamentale de la fluidité. Pour celles et ceux qui viennent d'au-delà des frontières de la commune, de la ville de Liège, vous voyez ce que je veux dire ce matin en termes de fluidité. C'est l'accès aux biens et aux services à toutes les personnes. C'est la question de l'accessibilité. C'est la réduction drastique des accidents. C'est la question de la sécurité. C'est la réduction également importante des nuisances environnementales qui sont relatives évidemment aux dimensions de santé. Et donc, de manière transversale, se pose la question du transfert modal. Tous ces objectifs sont soutenus par une stratégie régionale de mobilité qui a deux volets. Le volet personnes et le volet marchandises. Aujourd'hui, nous sommes dans le volet marchandises, et c'est sur ce volet marchandises que vous êtes ici toutes et tous réunis. Les objectifs de la stratégie régionale de mobilité marchandises, elle a aussi décliné de manière plus précise un certain nombre d'éléments, parmi lesquels on retrouve la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il ne fait plus de doute aujourd'hui que cette réduction des gaz à effet de serre est une nécessité. La diminution des impacts de transport des marchandises. Le rééquilibrage des parts modales vers du fret routier vers des modes qui sont des modes de transport durable. L'amélioration de l'efficacité du système de transport. La modération, là on est plutôt sur le volet demande, la modération de la demande de transport via une meilleure localisation. Et donc on a un lien direct avec les questions d'aménagement du territoire. Si on reprend l'ensemble de ces objectifs de la stratégie régionale de mobilité marchandises, on voit très bien qu'on ne peut pas réfléchir à la question de la vision FACE 2030, décliner ça dans une stratégie régionale marchandise, sans avoir une approche systémique. Approche systémique qui caractérise quoi? Qui caractérise que le fait que ce deuxième congrès de la stratégie régionale de mobilité marchandise, ce deuxième congrès s'inscrit dans une perspective d'anticipation. Avoir une approche d'anticipation, c'est nécessairement avoir une approche systémique. Savoir, être conscient que chaque élément interagit les uns avec les autres. Ces éléments, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est le numérique. Tous ces éléments-là sont des éléments qui interagissent.
Ça veut dire que la démarche qui est aujourd'hui initiée est une démarche qui est fondamentalement prospective. Alors, qu'est-ce que c'est que la prospective? Et souvent, il est important de pouvoir rappeler de quoi on parle. Face à l'avenir, face au futur au pluriel, parce qu'on ne peut jamais ou très difficilement parler d'un futur au singulier. Si vous parlez d'un futur au singulier, ça veut dire que le futur est déjà écrit. Il est déjà déterminé. Il est là. Et vous n'y échapperez pas. Pour un certain nombre d'événements, effectivement, nous n'échapperons pas à certaines dimensions, à certaines caractéristiques, et on va y venir. Mais fondamentalement, le futur est toujours en construction, donc il est toujours pluriel. Plusieurs manières d'envisager notre relation au futur. Une première manière, c'est la passivité. Il se passe des choses, on ne fait rien. La deuxième manière d'envisager notre relation au futur, au pluriel, c'est la réactivité. Il se passe des choses et on réagit. La gestion de crise, dans le volet réaction d'urgence, c'est ça. Il se passe un truc, on n'est pas forcément préparé et on réagit. Troisième attitude vis-à-vis de futur possible, c'est la préactivité. On va se préparer à un certain nombre de changements qui sont déjà là, qui sont déjà anticipés. On sait qu'ils arriveront, on sait qu'on n'y échappera pas. Dans cette logique-là, nous nous mettons en mode de préactivité. Dernière étape de notre relation au futur, c'est non seulement se mettre en mode préparation par rapport à ce qui est identifié, mais c'est d'agir aujourd'hui, là, maintenant, pour faire en sorte que les futurs qui arrivent aient les caractéristiques que nous souhaitons avoir, ou évitent certaines caractéristiques que nous ne désirons absolument pas. Donc cette relation au futur, c'est exactement la dimension dans laquelle la vision FAST, la stratégie régionale de mobilité et marchandises s'inscrit. On est dans une logique de préactivité et d'anticipation prospective, de proactivité. Le message, il est lequel? Il est double. D'une part, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons qu'un certain nombre de tendances lourdes arriveront et quoi que nous fassions aujourd'hui, nous n'y changerons rien. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, il y a des marges de manœuvre et nous pouvons faire en sorte qu'un certain nombre de choses aujourd'hui prennent une autre direction que les tendances dans lesquelles elles s'inscrivent dans le long terme. Donc une dimension à la fois réaliste et volontariste, de réappropriation des futurs et des chemins qui nous amènent vers demain. Nous sommes en mesure, collectivement, de faire ces analyses-là et d'avoir un effet transformatif sur la situation. Qu'est-ce qu'on dit finalement quand on est confronté à ce type de réflexion anticipative? Eh bien, généralement, on peut se fonder sur ce graphique que certains d'entre vous connaissent peut-être. Vous avez dans l'axe vertical les impacts. Il y a des phénomènes qui ont un très faible impact. Il y en a d'autres qui ont un énorme impact. Vous avez une échelle de probabilité ou d'incertitude, c'est l'échelle horizontale. Il y a des phénomènes dont on a très peu de probabilité d'occurrence. Ça va quasiment jamais arriver. Et puis vous avez des phénomènes pour lesquels la certitude est quasiment égale à 1. Ça va arriver. Je vous parlais tout à l'heure de la préactivité et de la proactivité. Un certain nombre de phénomènes relèvent de ce qu'on appelle les tendances lourdes. Nous savons, quoi que nous fassions, que ça arrivera. On est dans cette logique-là où on n'y échappera pas. On est dans une forme de déterminisme, mais qui n'est pas un déterminisme total par rapport à la question, par exemple, de la mobilité marchandise. Mais certaines dimensions de la mobilité marchandise, on sait qu'on devra faire avec. Dans 10, 15 ou 20 ans. On n'y échappera pas. Autre caractéristique, à l'opposé, ce sont des ruptures critiques. Ce sont des phénomènes qui n'arriveront pas, ou presque pas. Mais s'ils arrivent, ça va changer complètement la donne. On pourrait mettre ici une découverte majeure dans le domaine de l'énergie. Improbable, difficile à imaginer, mais qui pourrait basculer un certain nombre de dimensions spécifiques. Alors on va faire un petit exercice. Pour voir maintenant, pour travailler sur le côté réaliste et d'anticipation de la communauté finalement que vous formez aujourd'hui et que vous formerez cet après-midi
dans les ateliers et que vous continuerez d'alimenter, puisque la stratégie régionale de mobilité et marchandises et le congrès, c'est justement un processus en cours de construction, multi-acteurs, d'horizons très diversifiés. Eh bien vous, en tant que collectif qui est intéressé par la question de la mobilité et marchandises, finalement, quelles sont, selon vous, les grandes tendances, ces fameuses tendances lourdes dont je parlais tout à l'heure, quelles sont ces fameuses grosses tendances lourdes auxquelles nous n'échapperons pas et qui concerneront la question de la mobilité? On peut lancer le WooClap. Vous connaissez peut-être à vos téléphones, mesdames et messieurs. Armez-vous de vos GSM, photographiez, mitraillez. Désolé pour ceux qui sont en résistance technologique et qui ont toujours un Nokia 310. Vous serez... Combien? 3310? Oui, excusez-moi. Vous commencez à voter et nous allons voir quelles sont, selon vous, les tendances lourdes. Qu'est-ce que nous devrons absolument prendre en considération pour travailler justement sur de l'anticipation? Alors, il faut passer au slide suivant pour avoir la question. Je m'adresse à mes camarades de la régie. Alors voilà, je pense que vous pouvez y aller maintenant. N'oubliez pas de marquer pénurie. Vous pouvez aussi liker des tendances que d'autres auraient identifiées. Vous pouvez en faire plusieurs. On est dans les tendances au pluriel. C'est un matériau de base intéressant parce que c'est aussi une manière de travailler sur les représentations que nous avons d'un certain nombre de tendances qui, elles, par ailleurs, peuvent être objectivées. Peuvent être et le sont. Est-ce qu'on va terminer le vote maintenant? OK, pour celles et ceux, on termine. On va figer maintenant le WooClap. Voilà. Le changement climatique, réchauffement climatique, c'est la même thématique, ça reste au centre. La question de la guerre apparaît manifestement, la question des investissements, de la transition énergétique, de la surconsommation. On voit qu'il y a un certain nombre de thématiques qui sont reprises. Et ces thématiques particulières nous montrent qu'aujourd'hui, s'accorder sur ce que représentent les tendances lourdes est fondamental. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas d'accord sur les tendances lourdes, nous allons évidemment nous mettre quelquefois en quête de modes d'action publique, de concertation, de collaboration entre les partenaires, qui vont passer à côté d'éléments qui, eux, manifestement, n'attendront pas qu'on se mette d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin, pour figer ces tendances lourdes, nous avons besoin d'un accord et d'une base de connaissances scientifiques. Je vais demander, Alexandra, tu peux passer au slide suivant, revenir sur mes slides. Comment on fait? Eh bien, au niveau de la Commission européenne, et notamment Eurostat, on travaille comme institut de statistique à l'identification d'un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, au niveau européen, on a une série de tendances lourdes qui sont consolidées. Vieillissement de la population. Je ne pense pas trop l'avoir vu dans le nuage de mots. Vieillissement de la population. En quoi ça pourrait impacter la question de la stratégie régionale de mobilité? Marchandises. L'emploi, la disponibilité des effectifs, la transformation des territoires. Ça a été abordé d'une manière indirecte par les migrations climatiques, la question des migrations. Vieillissement de la population d'une part, incertitude géopolitique. Tout à l'heure, dans le nuage de mots, on voyait guerre, évidemment. C'est un élément important. Ça date de cette année-ci 2025. Haute tendance, la rivalité économique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a comme tendance lourde, c'est-à-dire ce n'est pas juste une tendance qui va durer 1 an ou 2, on est sur des tendances de très long terme. Tendance lourde, la rivalité économique avec une guerre économique qui va s'accélérer.
en termes d'accélération, l'accélération technologique. On voit, en tout cas depuis les années 50, qu'il y a effectivement, techniquement, une accélération de nos rythmes de vie. Cette accélération des rythmes de vie a vraiment débuté après la Deuxième Guerre mondiale, suite à la transformation de tout le système militaro-industriel de la Deuxième Guerre mondiale en autre système de production et de consommation. Aujourd'hui, cette accélération-là est encore accélérée par l'avènement de l'IA et du numérique. L'accélération autre du changement climatique, ça a été annoncé, c'était au cœur même de vos représentations. La dégradation de l'environnement. L'augmentation de la consommation énergétique. La consommation énergétique, malgré tout ce que nous mettons en place, n'arrête pas d'augmenter. Nous n'avons aujourd'hui, en termes de transition énergétique, jamais autant consommé de charbon qu'aujourd'hui, au niveau mondial. Les courbes de consommation de charbon n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. Et on rajoute à ça le nucléaire, on rajoute à ça les énergies fossiles, etc., etc., etc. Et les inégalités sociales croissantes. Ce sont les grandes tendances lourdes que, en tout cas au niveau européen, on a identifiées, sur lesquelles on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord sur base de connaissances scientifiques. Ces tendances lourdes ne peuvent pas évidemment être mises au placard si on fait un travail d'anticipation, qu'il soit prospectif ou de préactivité. Si on s'imagine dans 5, 10 ou 15 ans, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas en imaginant qu'on a le pouvoir de l'imagination et que notre imagination va balayer complètement le réel. Le réel, c'est celui-là. Et il y en a sans doute encore d'autres. Et il y a sans doute des tendances lourdes qui sont en train d'émerger, que nous ne connaissons pas encore. Il va falloir pouvoir les identifier également. Donc l'idée, c'est qu'en travaillant à cette alimentation de la stratégie régionale de mobilité et marchandises, nous soyons à même de prendre en considération ces éléments avec lesquels nous devrons travailler demain. La Wallonie, par rapport à ces tendances lourdes, elle a un énorme potentiel. Sa situation géographique, des outils, la vision FAST, mais la stratégie régionale de mobilité est un outil entre vos mains. Et c'est important de le dire, c'est que dans termes de préparation au futur, on n'est jamais seul. Ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas le SPOMI tout seul, c'est l'ensemble des acteurs, privés, publics, académiques, de l'administration, qui sont ensemble pour justement construire ces possibilités d'intégration dans une vision de co-construction. On a une logique d'horizontalité. Fondamentalement, on ne peut pas préparer les futurs si on est dans une logique autoritaire verticale. Ça, on a toutes les chances de passer à côté justement d'éléments émergents intéressants et d'aller chercher l'intelligence sur le terrain. L'important, c'est d'aller chercher cette intelligence dans les personnes qui participent. Donc, votre participation, pas seulement aujourd'hui, mais en amont et en aval du Congrès, est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que vous représentez la diversité des acteurs qui sont concernés par la mobilité marchandise en Wallonie. Vous la représentez dans toutes ces dimensions et dans toutes ces facettes. Et on ne peut pas imaginer de faire un travail d'anticipation, de prospective, s'il n'y a pas de lien à l'action. Aujourd'hui, le Congrès, et notamment après-midi, vous allez travailler dans des groupes de travail, et ces groupes de travail vont aussi aboutir à des éléments d'action concrètement. Tout cela est lié de la vision en passant par la stratégie jusqu'au groupe de travail, avec le congrès au milieu qui fait l'articulation. Eh bien, c'est la logique dans laquelle le SPOMI aujourd'hui vous invite à vous engager dans le processus. Voilà, merci pour cette première mise en bouche, en quelque sorte, pour ce premier congrès, ce deuxième congrès régional de la mobilité marchandise. On va maintenant passer au programme. Donc, je vais demander on va avoir Monsieur Paul Flamand dans un premier temps, donc une première matinée divisée en deux, 3 premières interventions, Monsieur Paul Flamand, Monsieur Bernard Piette, Messieurs Stéphane Boucher et Monsieur Frédéric Bruneteau. Ensuite, nous aurons un break et puis nous continuerons l'ensemble de la matinée. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous annoncer aussi que vous aurez à un certain moment de la matinée, la possibilité de jouer sur l'identification de fun facts. L'idée, c'est de voir avec vous quels sont les éléments que vous identifiez en termes de connaissances sur les questions de mobilité aujourd'hui.
J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Monsieur Paul Flamand, directeur général du SPOMI, qui va venir nous parler du bilan finalement de la stratégie régionale de mobilité et marchandises. Quoi de neuf finalement depuis 2 ans? Donc le SPOMI est en charge de la coordination et de la mise en œuvre de la stratégie régionale de mobilité. Alors, outre la mobilisation de toutes les parties prenantes, cela implique également d'assurer le monitoring de la stratégie, d'en proposer aussi des évolutions. Paul Flamand va nous présenter un rapide bilan des actions entreprises et des évolutions depuis le congrès régional de 2023. Alors malheureusement, on sait que les indicateurs actuels du tableau de bord de la mobilité ne vont pas tous dans le bon sens. Alors quelles leçons en tirer? Quelles actions pour aller plus loin? Mais aussi quels indicateurs pour témoigner de manière plus fine des évolutions en cours? Paul, je peux t'inviter à venir prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième congrès qui monte en puissance, puisque la fois dernière, il y avait une centaine de participants. On est à peu près à 200 aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier Pascal Mouns et ses équipes pour l'organisation du congrès. Je pense que il y a une réelle plus-value à rassembler ici autour et dans ce congrès les différents acteurs pour travailler ensemble sur l'amélioration de la mobilité des marchandises. Quand on passe dans les premiers, on pense toujours qu'on ne va pas avoir de redite par rapport à ce qui a été dit avant. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave, on enfonce le clou et c'est pas plus mal. Donc on a une stratégie relativement ambitieuse au niveau de la région wallonne, mais qui est relativement récente. FAST et les deux SRM datent de 2019, 2020 et peut-être 2022 pour la dernière stratégie régionale de mobilité. Mais voilà, après 7-8 ans, c'est important de faire un peu le bilan et de savoir vers où on va aller. La vision phase 2030, et Sébastien en a parlé, a comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire toutes les externalités liées au transport des personnes et des marchandises. Cette vision se traduit en deux stratégies régionales, une de mobilité et une des personnes. Mon souhait dans l'avenir, c'est qu'on puisse réconcilier ces deux stratégies régionales, que ce soit de mobilité ou de personnes, parce que les vecteurs de transport sont les mêmes d'un côté et de l'autre, à part éventuellement la voie d'eau qui est plutôt réservée au transport des marchandises, mais le rail et la route, ce sont les deux vecteurs du transport, qu'on transporte les personnes ou les marchandises. Alors, le rôle du MI dans la SRM, évidemment, c'est d'être le conseiller du gouvernement pour le développement de la stratégie, c'est de coordonner les différents éléments qui sont issus de cette stratégie pour avoir un schéma de gouvernance qui nous permet de réduire notre impact sur le climat. On doit, au niveau du SPOMI, être vraiment un acteur dans la mise en œuvre. C'est l'objectif du congrès, c'est l'objectif des groupes de travail et c'est l'objectif des différents comités qui sont mis en place. Le dernier rôle du SPOMI, c'est d'assurer le monitoring de tout ce qui est mis en place, aussi bien au niveau des groupes de travail que la collecte des différentes informations pour en faire un tableau de bord. Donc, je pense que le SPOMI est un des acteurs de cette stratégie
qui permet de rassembler autour de lui les différents interlocuteurs et vous tous ici qui êtes dans la salle. Raison pour laquelle il y a une gouvernance structurée et fédératrice qui a été mise en place. Alors pourquoi cette gouvernance est importante? C'est parce qu'au niveau de la mobilité, il y a un réel morcellement que ce soit institutionnel et organisationnel. Institutionnel, la mobilité, il y a une partie qui est au niveau fédéral, avec toute la voie ferrée, une partie au niveau régional, évidemment au niveau des voies hydrauliques et des routes et autoroutes régionales, mais également communales au niveau des last mile, first mile. Donc, il est nécessaire d'impliquer tous ces acteurs autour de la table, tous ces acteurs institutionnels, pour développer cette stratégie. Également, un morcellement au niveau opérationnel. Tous des acteurs liés au transport et plus particulièrement au transport des marchandises, souvent plus orientés sur un domaine, un des vecteurs du transport. Donc il y a réellement un besoin de favoriser cette collaboration. Alors ça se traduit comment? Par la mise en place d'un schéma de gouvernance qui est vraiment dédié à la mobilité des marchandises. Il y a un comité d'orientation stratégique et un des points qui sera abordé tout à l'heure, c'est la mise en place de ce comité qui sera validé aujourd'hui. Comité avec à la fois des représentants des différents SPOE et du secteur. Un comité de pilotage exécutif qui est plutôt interne au niveau du SPOEMI, qui regroupe les différents départements du SPOEMI liés à la mobilité, qu'ils soient des départements routiers ou VH, départements des voies hydrauliques territoriaux, mais également les différents départements stratégiques. Ensuite, ces comités, qu'ils soient stratégiques ou exécutifs, pilotent les différents groupes de travail thématiques qui y sont liés. Et finalement, le dernier outil de cette gouvernance, c'est aujourd'hui, c'est le congrès régional sur la mobilité. Alors, quelques actions qui ont été mises en œuvre par le SPOEMI depuis 2023, quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Une des premières actions, c'est encourager l'innovation. L'innovation qui va se situer à différents niveaux, par exemple la réglementation sur la navigation des bateaux autonomes. Donc il y a des tests qui sont en cours aujourd'hui pour rendre cette navigation autonome effective sur le terrain. Il y a une étude porteuse sur les différentes filières du transport des marchandises au niveau de la région. Et un dernier élément par rapport à l'innovation, et ça Bernard Piet en parlera tout à l'heure, c'est l'appel à projet Préparer le futur du transport des marchandises. Un autre exemple d'action qui a été mise en œuvre, c'est structurer les connaissances, donc c'est établir un guide de bonnes pratiques sur les matières de logistique plus locales, donc à disposition des communes pour les premiers et derniers kilomètres. Troisième type d'action, c'est les investissements dans les infrastructures. Le SPOEMI a élaboré un schéma stratégique d'investissement et de gestion des voies hydrauliques à l'horizon 2050. C'est un premier élément pour la voie d'eau. Pour ceux qui s'intéressent, je fais un peu de teasing pour mes collègues, il y a une présentation de ce schéma stratégique le 25 janvier au Moulin de Bé. Également investir dans les infrastructures routières. Donc aujourd'hui, c'est le plan infrastructure et mobilité pour tous qui est en œuvre. L'objectif du gouvernement, c'est de venir avec un nouveau plan d'investissement dans les infrastructures d'ici début 2026. Troisième type d'action, c'est l'accompagnement et la sensibilisation des entreprises.
avec un accompagnement au niveau du transfert modal, donc passer vers du transport plus via la voie d'eau que les camions. C'est des primes à la cyclologistique. Ce sont également la réalisation d'un éco-calculateur sur les marchandises. Troisième type d'action, les pouvoirs publics contrôlent aussi, donc c'est également le cas ici, avec le contrôle du chargement des camions par la mise en place de stations de pesage dynamique pour vérifier si les camions ne sont pas en surcharge pondérale. Un des éléments de cette stratégie de la mobilité, pour vérifier si on va bien dans le bon sens, c'est la mise en place d'indicateurs. Lors de l'élaboration de la stratégie phase de 2030, des indicateurs ont été définis avec un objectif de report modal à atteindre au niveau 2030. Ces indicateurs ont été élaborés sans connaître finement l'état de la situation en 2018-2019. Depuis lors, avec l'IWEPS, je pense, si je ne m'abuse, le tableau de bord de la mobilité a été mis en place. Il a été publié pour la première fois fin 2024-2025 et va être publié annuellement en montrant l'évolution des indicateurs. Et comme Sébastien l'a signalé, les indicateurs ne vont pas dans le bon sens. Donc on a encore de gros efforts à faire par rapport à ça. Un autre guide qui a été mis en place, c'est le guide des externalités pour le transport des marchandises. Ça permet de démontrer à tout le monde le coût, et pas uniquement le coût en carburant, en véhicules et en personnel du transport de marchandises, mais bien l'impact en termes budgétaires que cela représente pour l'ensemble de la population. Au niveau de l'évolution des parts modales, donc vous avez ici les chiffres. On est toujours avec de l'ordre de 25% des parts des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport, dont près de 42% qui sont liés au transport de marchandises. Au niveau du transport de marchandises, au niveau de la région, on constate quand même une diminution de l'ordre de 6% des émissions de CO2. Un point d'attention, 6%, on pourrait se dire c'est bien, mais l'objectif 2030, c'est quand même arriver à moins 43% des émissions de CO2, donc on en est encore très loin. Au niveau des externalités du coût du transport des marchandises, si on additionne à la fois le coût du transport, le coût de l'augmentation des gaz à effet de serre, des accidents, du bruit, de la pollution atmosphérique et de la congestion, on arrive à de l'ordre pour la région wallonne, de 3,7 milliards d'euros, ce qui correspond à plus ou moins 1 000 euros par habitant et par an. C'est le coût que représente le transport des marchandises pour la région wallonne. Alors, la répartition du transport des marchandises en Wallonie, donc les parts modales de chaque mode. Ici, c'est issu du rapport annuel. On constate que la part routière est toujours très importante, beaucoup trop importante. On est à plus de 93% de part modale du transport de marchandises qui s'effectue par la route. Un petit peu au niveau du rail, 3,7% et 2,6% au niveau du transport par la voie d'eau.
Le deuxième tableau reprend le parc des véhicules des poids lourds. C'est un secret pour personne. Aujourd'hui, l'ensemble des poids lourds sont toujours à motorisation thermique. Au niveau de la région wallonne, on a, je pense, au moins 5 poids lourds qui sont électriques sur le territoire. Donc c'est vraiment insignifiant aujourd'hui. Donc, des gros efforts qu'il nous reste à faire, c'est vraiment le changement de part modale, passer de la route à d'autres moyens de transport, qu'ils soient ferroviaires ou au niveau des voies hydrauliques, mais également réfléchir à la motorisation des poids lourds. Personnellement, je pense qu'avoir des poids lourds électriques, on ne va pas en avoir très rapidement, sauf pour les last mile, first mile, mais d'autres motorisations vont devoir se mettre en place, que ce soit l'utilisation de biocarburants ou d'hydrogène. Des projets sont en cours actuellement. Une station est en train d'être étudiée au niveau de l'aéroport de Bierzet. Ce sera une station polycarburant avec à la fois hydrogène et borne de rechargement pour les poids lourds. Le pendant également existe au niveau de la voie d'eau, à Pec, où une station polycarburant va être installée d'ici quelques mois. J'ai plus 3 ans. Voilà, merci. Merci Thierry. Alors, quelles sont les perspectives de 25 à 27 ? On doit capitaliser sur ce qui existe, sur ce qu'on a déjà fait. Donc, capitaliser sur l'éco-calculateur, sur le tableau de bord de la mobilité qui sera publié chaque année et qui va nous montrer et nous démontrer si on va dans le bon sens. On a réalisé un cadastre des terrains multimodaux, également un cadastre de tous les terrains mouillés. On ne doit pas se contenter du cadastre. Maintenant, il faut qu'on mène des actions pour rendre ces terrains attractifs au niveau des entreprises et notamment les terrains qui sont en bord de voies d'eau. Nous devons diffuser les différents outils qui sont en cours de développement, notamment via l'appel à projet innovation. On a démarré il y a deux mois, je pense, un groupe de travail sur le fret ferroviaire en Wallonie avec les acteurs du fret ferroviaire. Les entreprises étaient autour de la table. On a eu un premier échange pour connaître leurs contraintes aujourd'hui et pour pouvoir faire le relais vis-à-vis d'Infrabel, mais également vis-à-vis du pouvoir politique. Nous devons aussi initier de nouvelles dynamiques autour de différents thèmes. La gouvernance, on en parle tout à l'heure, des groupes de travail à mettre en place, évidemment, et différents indicateurs et financements. Au niveau des conclusions, je l'ai dit, Sébastien l'a rappelé, les indicateurs ne vont absolument pas dans le bon sens au niveau du transfert modal et on n'atteindra pas, s'il n'y a pas un réel changement, les objectifs de phase 2030. Je pense qu'ils étaient très ambitieux. Donc il faut absolument qu'on se retrousse les manches et qu'on s'attelle à ce transfert modal. Nous devons évidemment consolider sur tous les acquis qui ont été mis en place depuis 2025. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans cette transition. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire par rapport aux objectifs que ce soit du Congrès, mais aussi à l'importance de la participation de chacun, de chaque groupe, qu'il soit politique, fonction publique, à tous les niveaux, fédéral, régional, communal,
mais également toutes les entreprises et tous les acteurs du secteur. C'est ensemble que nous arriverons à réaliser ce transfert modal et atteindre les objectifs qu'on a définis ensemble et qu'on doit absolument atteindre à court terme. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Paul, Monsieur le Directeur Général, pour cette introduction et d'avoir attiré l'attention finalement sur les indicateurs. Alors avant de passer au deuxième intervenant, on va vous demander de vous réarmer de vos GSM et de faire feu sur ce QR code. Petit fun fact pour... voilà, est-ce que tout le monde a pu prendre la petite photo? Je vois que les GSM sont encore en l'air, on se croirait dans un concert, mais sans les lumières. Un peu moins d'enthousiasme aussi, je vois. Ça va? Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Alors, il vous est posé toute une série de questions. La première, le pourcentage en Wallonie des marchandises transportées par route. Voir si vous avez bien retenu les données, les indicateurs qui vous ont été présentés par Paul Flamand. 25%, 62%, 84%, 94%. On répond. Est-ce que tout le monde a répondu? On peut montrer les résultats. 89, 90 résultats. On peut considérer qu'on est bon. Ça continue de monter. Ah, on va arriver au même pourcentage. 93 répondants pour 94%. C'est bien ça? Alors, 96. Bien. Bon, il y en a quand même encore quelques-uns qui n'ont pas bien écouté. Ou alors, c'est peut-être ce qu'on appelle une pensée performative. Vous pensez qu'en pensant 84%, ça sera 84%. C'est ce que certains décideurs, quelquefois, imaginent qui arrive dans le monde réel, que imaginer une donnée permet à cette donnée d'être la réalité. Ce n'est pas le cas. Donc on est bien à 94%. Deuxième question. Quel est le tonnage... On rentre dans le dur. Hein, pour ceux qui sont venus ici pour se reposer et prendre un petit sandwich le matin, ça ne va pas. Quel est le tonnage approximatif des marchandises ferroviaires manutentionnées, chargées ou déchargées, en Wallonie en 2024? Alors, le tonnage approximatif est de 2,5 tonnes. 5, 10 ou 20 tonnes. Donc le tonnage approximatif, déchargé ou... Alors si la question n'est pas claire, en tout cas moi en lisant la question je trouve qu'elle n'est pas claire, je dirais en moyenne quand on décharge, je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être ça. En moyenne quand on décharge, on est à combien de tonnes? Au niveau ferroviaire. Ah, on me précise la question, c'est en millions de... Ouh là là, en millions de tonnes sur le territoire. Donc, on change d'échelle. On change d'échelle. Donc, il y a une phrase qui a sauté, ça peut arriver. Donc, quel est le tonnage approximatif en millions de tonnes sur le territoire de marchandises ferroviaires manutentionnées en 2024? Alors là, ce n'était pas dans les slides, dans la présentation de Paul Flamand. Donc là, tout le monde peut se tromper. On est à 2,5 millions de tonnes, 5 millions de tonnes, 10 millions de tonnes, 20 millions de tonnes. Est-ce qu'on a répondu? Voilà, il y a déjà moins de ferveur. Hein, ah. Voilà que la question est bonne, ça va? Ok, on peut afficher. Ah, donc on est à 10 millions de tonnes de marchandises ferroviaires déchargées, chargées, alors qu'on est en pourcentage total, on est à combien? On est à 3% de l'ensemble, c'est ça? En tonnes kilomètres, c'est encore autre chose, en tonnes kilomètres. Question suivante. Donc on va sortir tous un petit peu plus malin à la fin de cette matinée, c'est pour ça que ça s'appelle une séance académique. On est censé. Alors, combien d'équivalents conteneurs ont été transbordés en 2024 en Wallonie? Alors, j'imagine qu'on est en unités, là. Pas en millions d'unités. Non, mais je veux être certain. 45 000, 145 000, 245 000, 315 000, donc d'équivalents conteneurs qui ont été transbordés
en 2024 en Wallonie. Pour des personnes du secteur, ça doit être extrêmement excitant d'avoir ce type de chiffres, non? On imagine tous ces conteneurs qui sont transbordés, non? Il y a quelque chose de poétique, je trouve, dans le transbordement de conteneurs. Alors, 80... Allez, encore un petit effort pour celles et ceux qui en ont vraiment leurs 100 kilos de transborder des réponses. Allez, on va dire que c'est OK. Allez, c'est bon, on y va. On est à combien? Alors, une majorité se dit que ce serait plutôt 145 000 conteneurs transbordés. Et on est à 245 000 conteneurs. Donc, j'imagine qu'on doit faire mieux dans une perspective d'amélioration. J'imagine que dans 2 ans, quand on refera le même fun fact, on devrait avoir, je ne sais pas moi, 500 000 conteneurs. On imagine. Question suivante. Combien d'équivalents... Non. En Wallonie, le tonnage moyen de marchandises transportées sur un bateau chargé est de 1430 tonnes, 1070 tonnes, 750 tonnes, 240 tonnes. Donc ici, on va du croissant au décroissant. Je m'attendais à l'inverse en le lisant. J'étais un peu surpris, mais voilà. Alors, on est à combien de tonnes moyen par bateau chargé? Vous voulez faire appel à un ami pour répondre? On fait le 50-50? On élimine celle du dessus et celle du bas. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis après, on va au milieu. On va voir la réponse. 1070 tonnes pour la majorité. La bonne réponse est vous êtes formidable. Vous êtes globalement formidable. Une partie qui est moins formidable. Tout à fait moins formidable. Dernière question. Parmi les coûts externes des transports de marchandises en région wallonne, quel est le coût estimé du bruit? Les coûts externes. Donc, tout à l'heure, Paul Flamand nous a parlé des coûts globaux. Ici, on rentre dans le détail des coûts externes, on va aller voir le bruit. Combien ça coûte une oreille en moins? Ou des vibrations, j'imagine. 500 000 euros, 5 millions d'euros, 50 millions d'euros, 500 millions d'euros. Pour rappel, le coût total était de combien tout à l'heure? 3,7 milliards. Donc on est à combien? On répond? Allez, on va voir les réponses. Vous estimez à une majorité qu'on est plus ou moins aux environs de 550 millions. La réponse est 500 millions. C'est dur à entendre, hein? Je me doute bien. Excusez-moi, c'était facile. Merci. Merci pour ces petites interludes qui essayent de nous amener à cette volonté d'objectivation et de quantification, si tant est que nous savons tous et toutes que objectiver repose aussi sur des conventions mathématiques, des conventions spécifiques. Il faut toujours être très critique par rapport à ce qu'on a, mais ce que l'on a, si on peut le reproduire dans le temps, mais on peut le comparer, ce qui peut nous donner aussi une idée de comment ça évolue. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Bernard Piette, qui est directeur général de Logistics in Wallonia, à venir nous rejoindre, pour son intervention qui est consacrée aux résultats du groupe de travail Préparer le futur, qui avait été instauré en 2022, au début du démarrage de la gouvernance de la SRM. Bernard, à toi la parole. Merci Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation et merci de nous donner l'opportunité de pouvoir faire un peu un topo sur une des premières actions qui avait été imaginée dans le cadre de la SRM. Alors, le but de ce groupe de travail, puisque la gouvernance de la SRM était organisée en différents groupes de travail, c'était justement favoriser l'émergence de solutions innovantes, favoriser le développement de compétences pour l'évolution de la mobilité des marchandises, favoriser les initiatives pour pouvoir favoriser l'image du secteur. Nous savons que notre secteur d'activité bénéficie d'une relativement mauvaise image de marque
et la sortie encore de certains responsables, notamment liégeois, dans la presse dernièrement, ne fait que renforcer cela et malheureusement ne rend pas très fort service à notre domaine d'activité, et essayer de participer à une dimension prospective sur la mise en œuvre de la SRM. Alors, dans le cadre de la SRM, donc, les actions ont été confiées à Logistics Wallonia, et donc là je remercie aussi parce que c'est un peu une première pour nous d'avoir une véritable collaboration entre d'un côté le cabinet du ministre de la Mobilité, le SPE, EMI et le pôle, pour mettre en œuvre ces activités vraiment en concertation. Et donc, nous avions comme mission d'organiser ce groupe de travail et en plus, dans le cadre du groupe de travail, de mettre en place un appel à projet. Alors, les appels à projets étaient lancés pour pouvoir fédérer une série d'acteurs autour de certaines thématiques, autour de projets concrets, et évidemment, afin de pouvoir développer des actions en lien avec les objectifs de la SRM. Alors, pouvoir notamment réaliser des études de faisabilité technique, réaliser des initiatives permettant le développement de nouvelles aptitudes, et de mettre en place des concepts originaux pour essayer de valoriser l'image de notre domaine d'activité. Alors, comme vous le savez aussi certainement, puisque vous êtes tous extrêmement bien informés, les pôles de compétitivité ont pour mission de monter des appels à projets collaboratifs. Ici, cet appel à projet, évidemment, se voulait complémentaire, puisque l'appel à projet collaboratif des pôles de compétitivité est un processus qui est relativement long et plus lourd, mais aussi, donc, on voulait un processus de sélection rapide, mais évidemment, dans des financements beaucoup moins importants, sous forme de vouchers, ici, donc sous forme de financement, donc de tickets de financement pour les projets, avec des consortia plus réduits, et aussi avec des ouvertures à d'autres types d'acteurs. Donc notamment, l'appel à projet pôle de compétitivité ne permet pas, par exemple, de financer, par exemple, des entreprises d'économie sociale ou des entreprises de travail adapté. Et alors, avec un processus de sélection strict sur base d'un comité que nous avons composé et dont nous avons concerté, évidemment, la composition avec le SPE, EMI et avec le cabinet du ministre de l'économie. Et avec aussi le fait de s'assurer que les projets qui allaient être sélectionnés n'étaient pas des projets qui faisaient doublon avec des projets soit déjà financés, soit déjà envisagés dans le cadre des appels à projets classiques des pôles de compétitivité. Alors, les thématiques avaient pour vocation donc de développer des concepts originaux pour pouvoir valoriser l'image du secteur, le développement de nouvelles attitudes, des études de faisabilité et des tests opérationnels d'un prototype ou d'une solution originale. Suite à l'appel à projet, donc, 8 projets ont été déposés et sélectionnés. Donc un projet de concept original. Je vais revenir sur chacun des projets après, mais très rapidement, parce que le temps est aussi assez limité. Un projet d'initiative ou de nouvelles aptitudes, 2 projets en études de faisabilité et 4 projets en test opérationnel. Donc, comme vous pouvez le voir, ces projets ont mobilisé une vingtaine d'acteurs et surtout ce qui est intéressant en ce qui nous concerne et aussi intéressant pour le SPE-EMI, c'est que cela mobilisait des acteurs qui n'ont pas l'habitude d'entrer des projets dans le cadre de l'appel à projets classique des pôles de compétitivité. Alors, certains projets... Je vais y revenir d'ailleurs en conclusion, on a eu des soucis en matière de financement puisque cela aussi a été rendu possible grâce à un financement qui a été mobilisé dans le cadre du plan de relance. Certains projets ont connu du retard au niveau administratif et donc certains projets sont toujours en phase de démarrage. Mais avec une discussion, j'ai encore eu l'occasion de voir un acteur la semaine passée qui m'a dit qu'ils avaient bien l'intention évidemment de mener le projet à son terme. Alors, je ne vais pas vous faire le topo complet de chacun des projets, sinon je vais vous perdre en chemin. Je vais juste mentionner quels sont les acteurs principaux. Le premier projet, donc Mobirisque, était développé par la société ESIN, dont je vois les représentants ici dans la salle, en collaboration avec la société GIM et le Centre de recherche routière. Et donc ce projet vise à identifier les zones de conflit entre le transport de marchandises et les usagers faibles grâce à l'exploitation des données de véhicules connectés. Le deuxième projet a été porté par la Belgian Cycle Logistics Federation, donc qui est la fédération nouvellement créée des acteurs des coursiers à vélo, donc de la cyclo-logistique, et en collaboration avec le Forum et la société Rayon 9, dont je vois également les représentants dans la salle. Et donc le projet avait ici pour objectif de structurer une filière professionnelle en cyclo-logistique en Wallonie, en définissant les métiers du secteur, en créant un programme de formation adapté et en testant une formation pilote. La BCLF a
déposé un second projet, toujours en collaboration avec Rayon 9, qui vise ici à améliorer la fiabilité et la durabilité du matériel utilisé en cycle logistique et en recensant des pannes récurrentes et les causes pour pouvoir organiser avec des rencontres entre opérateurs, mécaniciens et fabricants, afin de pouvoir construire des solutions techniques plus robustes. Le projet suivant est un projet qui a été déposé par la PME Get Your Way. Donc je rappelle aussi pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, mais que certains de ces projets sont exposés donc dans l'espace de networking, donc n'hésitez pas à les rencontrer. Donc Get Your Way est une PME liégeoise qui a notamment été soutenue par l'incubateur Industria mis en œuvre par John Cockerill avec la collaboration de Noshak de Wallonie Entreprendre et de la L'Industrie Conversi Mascapay. Donc le projet ici était déposé en collaboration avec la société Etilux et qui a pour objet de développer une solution de picking van vision basée sur la réalité assistée pour améliorer l'efficacité des processus logistiques et notamment aussi leur ergonomie. Donc ce sont des lunettes connectées pour les opérations en entrepôt. Le projet suivant a été développé par la société Oriconsul, donc ça c'est un projet qui est toujours en phase de démarrage et qui a pour objectif de viser la faisabilité réglementaire du transport de produits radiopharmaceutiques par drone. Alors ici ça met en lumière aussi un problème récurrent que nous trouvons dans les solutions innovantes, c'est l'adaptation de la législation et aussi, il faut malheureusement le constater parfois en Wallonie, une certaine, je dirais, lenteur à adapter des législations permettant de pouvoir mettre en place des solutions innovantes. Le projet suivant est un projet qui a été développé par la société Connectic, à nouveau avec Etilux et IT. Et ici, c'est un projet qui a pour objectif de développer une solution RFID simple, clé en main, permettant aux entreprises de suivre leurs marchandises en temps réel, sans expertise technique poussée. On sait que, par exemple, les barrières à l'entrée pour l'adoption de certaines technologies est un problème, et donc, ici, ce projet visait à attaquer ce genre de problématique. Un projet qui était déposé par la SBL Gréova, donc qui est l'ASBL, donc l'Agence de développement économique pour la région Ourthe-Amblève et Vesdre, pour essayer de valoriser aussi le commerce local à travers la mise en œuvre d'un système de livraison de produits. Cela fait aussi écho à un autre projet qui est mené depuis plusieurs années par le pôle, sur notamment l'accompagnement des acteurs des circuits courts. Et donc ici, c'était vraiment de pouvoir, alors non pas faire un Amazon des produits du Gréova, ce serait un petit peu ambitieux de le dire de cette manière, mais en tout cas, de pouvoir permettre aux producteurs locaux dans la région Gréova de pouvoir atteindre un plus grand nombre de consommateurs. Et alors, le dernier projet est un projet qui s'appelle Prometnaf, qui a été développé par Suisse Tihanche et aussi avec la collaboration de l'école de la batterie de Huy, pour pouvoir essayer notamment de valoriser le transport de marchandises et les métiers du transport de marchandises. Et à ce niveau-là, on espère que ça fonctionne parce que j'ai dû changer la présentation dernière minute, on tente le coup. Donc vous vous êtes reconverti dans la batellerie, évidemment. Mais ici, je vais devoir vous laisser, car je suis en train de naviguer. Quoi ? À notre époque, les carrières linéaires où l'on bosse du début à la fin dans la même filière, c'est de plus en plus rare. Il peut arriver à un moment donné que l'on songe à la reconversion professionnelle. Le hic, c'est que bien souvent, si on sait ce qu'on ne veut plus faire, ça veut pas dire pour autant que l'on sait ce qu'on va faire. C'est ballot. Je vais vous dire, il y a des secteurs auxquels on ne pense pas forcément, c'est le cas de celui de la batellerie. Avant, être capitaine, je croyais que ça signifiait être un pirate à l'hygiène approximative ou un vieux barbu qui vend du poisson pané. Mais ça, c'était avant, parce que la batellerie, c'est devenu une filière à envisager, loin du cliché de ce métier de tradition familiale que l'on pratiquerait de père en fils depuis 16 générations. Donc effectivement, j'étais menuisier de base. Je ne me retrouverais pas dans le métier. Je me suis dit donc pourquoi pas faire une année en bachelier technique pour être toujours dans le secteur de la menuiserie, pour faire professeur. J'ai fait une année, j'ai réussi cette année, mais il me manquait quelque chose pour m'épanouir. Et donc c'est là qu'à force de voir les bateaux passer près de chez moi, je me suis dit pourquoi pas passer les portes de l'école de Huy et faire cette formation de 4 années. La navigation intérieure, c'est-à-dire la navigation sur les fleuves et les rivières, c'est un secteur accessible à tous. L'essentiel est de savoir qu'une formation est possible. Il faut l'admettre, ce n'est pas le premier métier qui vient à l'esprit lorsque l'on réfléchit à une éventuelle réorientation professionnelle. Alors, ce qui m'a vraiment séduit en premier, c'est qu'on pouvait avoir une vie de famille tout en travaillant, surtout sur des petites unités comme les miennes, qu'on travaille et le soir,
On n'a pas besoin d'aller dans les embouteillages, de conduire sa voiture ou de prendre les transports en commun. On descend les 4 marches de l'escalier et on est directement chez soi. Et c'est ça qui est assez unique dans le métier. En réalité, se lancer dans la batellerie est un choix judicieux car la profession est en pénurie. On manque déjà de bateliers et d'ici 2030, l'Europe aura besoin de 20 000 nouveaux bateliers sur ses voies fluviales. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, il me semble. Et si ça suffit pas, on en remet une couche. Pour des raisons écologiques bien connues, le transport routier va considérablement diminuer au profit de la navigation intérieure. Alors évidemment, on trouve facilement du travail. J'avais pas encore mon permis en main, qu'on me proposait du travail dans beaucoup de boîtes. Donc c'est vraiment un métier qui est en forte pénurie. J'ai fait mes 4 années, j'ai bien été entouré dans mes stages, etc. Et maintenant, ben voilà, je suis propriétaire du bateau. C'est vraiment très épanouissant. Je regrette vraiment pas d'avoir choisi cette voie. Chaque jour, c'est toujours un plaisir de conduire le bateau. En somme, si vous cherchez un job qui a du sens, que l'on peut pratiquer en tant qu'employé ou indépendant, dans un secteur qui se modernise et où l'on trouve facilement du travail, bah pensez-y. Voilà, donc ces vidéos sont évidemment à vos dispositions sur YouTube. Si vous les cherchez, n'hésitez pas à les utiliser. Il y en a 3. Et voilà. Alors, si vous permettez, quelques enseignements. En ce qui nous concerne, donc, cet appel à projet a permis de faire émerger des solutions qui n'auraient peut-être pas trouvé de sources de financement dans le cadre des financements de projets innovants qui existent pour le moment dans le dispositif en Wallonie. Donc ça, c'est une chose qui est assez enrichissante, et aussi avec des acteurs qui, a priori, n'auraient peut-être pas déposé des projets dans le cadre des aides à l'innovation. La mise en œuvre du groupe de travail et de l'appel à projet démontre aussi l'utilité d'avoir une complémentarité entre pouvoirs publics et les organisations proches des entreprises. Alors, on a parlé beaucoup d'infrastructures, et je pense qu'il ne faut jamais oublier que mobilité et transport sont avant tout au service de quelque chose. Ils ne sont pas là pour être en eux-mêmes, pour être en autarcie, ils sont là au service, que ce soit de la mobilité des personnes ou que ce soit au service d'une activité économique. Et je préciserai quand même par rapport à ce que Paul a dit tout à l'heure sur la complémentarité entre transport de marchandises et transport de personnes, je le rejoins, mais n'oublions pas une chose, ce sont quand même 2 activités qui répondent aussi à des dynamiques complètement différentes, notamment en matière de modèle économique, puisque le transport de marchandises est une activité économique qui doit évidemment être rentable. Alors, l'expérience montre également la nécessité de combiner ambition et moyens financiers. Alors, c'est une manière diplomatique de dire aussi que c'est très bien, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions. Malheureusement, c'est parfois ce qui manque un peu dans notre région, c'est que notamment la SRM et l'ambition de la SRM, mais à travers ce groupe d'innovation, on aurait pu faire plus de choses. Malheureusement, à ce stade-là, les moyens n'étaient pas disponibles. Et aussi, des progrès sont à faire quant à la gestion financière, puisque, comme j'ai dit, à ce jour, certains acteurs que vous voyez n'ont toujours pas reçu la totalité de leur financement. Et donc, là, en matière d'accélération de processus, là aussi, ce serait une véritable révolution que la Wallonie puisse accélérer ce genre de processus. Je terminerai par une réflexion, et ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés, concernant la multimodalité, c'est que je pense que la multimodalité ne doit pas être un totem en soi. Ce qui est important, c'est la complémentarité des modes de transport et de faire en sorte que chaque mode de transport fait ce qu'il fait le mieux. Et plus que la question de report modal, il ne faut pas faire d'obsession non plus sur le fait d'enlever les camions sur la route, mais il faut faire en sorte, en tout cas, que les marchandises puissent être transportées de la manière la plus durable possible sur notre territoire. Voilà, c'est mon petit mot un peu polémique, mais je pense que ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Bernard pour cette présentation, et c'est vrai que cette petite vidéo nous donne de grain à moudre, en tout cas en termes de perspective. Je vais maintenant accueillir messieurs, un duo, Monsieur Brunotto et Monsieur Stéphane Boucher, tous deux respectivement directeurs généraux de Ptolemus et de Dreamocracy, qui vont nous présenter un nouveau groupe de travail intitulé Freight Forward Wallonia, groupe qui a été confié par marché public au bureau Dreamocracy et au groupe Ptolemus. Et au cœur du groupe de travail, on retrouve l'inscription des chaînes de déplacement sur le territoire wallon et l'efficience environnementale du transport. Messieurs, à vous pour 10 minutes. Merci Sébastien Brunet, merci à tous. Donc, bonjour, je suis Frédéric Brunto, je suis donc président du cabinet Ptolemus Consulting Group. On est un cabinet spécialisé depuis 15 ans dans le transport et la mobilité.
Nous aidons tous les acteurs, publics et privés, à définir et mettre en place leur stratégie, avec souvent le mot-clé, je dirais, de la rencontre du transport et des nouvelles technologies. Donc ça peut être l'électrification, la connectivité, le télépayage, etc. etc. 11h45. Bonjour, et quant à moi, Steven Boucher, j'anime la structure Dreamocracy et nous sommes spécialistes de processus de collaboration, de réflexion collective. Donc à notre actif, par exemple, nous avons aidé à initier l'Agora Energiewende en Allemagne, l'Agora des acteurs de la transition énergétique, ou dans le même esprit, un groupe qu'on appelle l'Agora des paysages et des forêts à Madagascar pour lutter contre la déforestation, et plein d'autres projets. Donc nous sommes ravis ici d'accompagner une démarche d'intelligence collective sur la durée pour pouvoir résoudre concrètement les enjeux qu'on vient de nous présenter. Très bien. Alors, on va vous présenter un petit peu ce groupe qui s'appelle donc Freight Forward Wallonia. Donc, c'est un groupe qui est consacré à la transition du transport de marchandises. Il se place dans le cadre de la stratégie régionale de mobilité des marchandises, bien entendu. Et évidemment, le rôle du groupe de travail, c'est de contribuer à la réalisation de ces objectifs. Donc, on a entendu où on en était. Il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire, comme on l'a dit. Et donc, le rôle de ce groupe, ça va être d'avoir une démarche collaborative pour contribuer à atteindre ces objectifs. On va vous expliquer un petit peu comment ce groupe va travailler. Quels sont les objectifs ? On sait que les flux de marchandises ont tendance à augmenter. Les infrastructures, les modèles logistiques atteignent leurs limites. Donc, on voit sur l'électrification, l'infrastructure électrique, par exemple, n'est pas toujours présente. Il y a une certaine dépendance, même très forte, au transport routier, comme on l'a vu, ce qui est assez, je dirais, logique aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Mais évidemment, ça a des impacts sur la congestion, sur les émissions, la sécurité, la santé. Donc c'est un vrai souci. Et puis la décarbonisation, on voit bien qu'aujourd'hui on est face un peu au pied du mur, je dirais, puisqu'on voit 2030 qui se rapproche très rapidement, et on voit qu'on est quand même assez loin de la haie à franchir. Donc il y a vraiment des enjeux très importants à je dirais, atteindre ces objectifs. Et donc la démarche de Freight Forward Wallonia, donc elle a été initiée par l'OSPW, avec l'idée que ce changement ne peut pas être piloté d'en haut. Et donc la région a conscience qu'elle n'a pas toutes les connaissances, toutes les solutions, ni malheureusement tous les moyens budgétaires pour faire advenir cette vision. Donc il faut arriver à avoir une démarche décentralisée, coopérative, pour y arriver. On partage tout, y compris le micro. Donc, une démarche collective, effectivement, la région ne peut pas arriver à remplir ses objectifs très ambitieux qui nous ont été présentés. Donc, initie cette collaboration avec 2 sociétés partenaires pour être acteurs indépendants et vous soutenir dans cette démarche. Alors, si on peut passer à la diapo suivante, comment on va procéder? Alors, le résumé de ceci, c'est qu'en bas à gauche, vous voyez qu'il y aura un collectif de 40 à 50 acteurs, parmi vous, j'espère, structurés en sous-groupes. On va déterminer avec vous quels sont les bons sous-groupes, comment on va structurer les choses, mais a priori, les enjeux de décarbonation, de multimodalité sur le territoire et de sécurité sont essentiels, mais de financement aussi. Parmi ceux-ci, on fera appel à des volontaires pour aider à piloter ceci. Nous sommes en soutien, mais vraiment, on souhaite accompagner une démarche qui fasse remonter vos projets, vos idées, vos recommandations, vos idées de projets labellisables. Donc, vous excuserez la métaphore, on fera appel à une équipe moteur de volontaires pour piloter ceci. Et puis, bien sûr, on sera en connexion avec des acteurs extérieurs pour les consulter, d'autres groupes de travail éventuels, des experts régionaux, nationaux, internationaux, grâce notamment au contact de Ptolémus, mais aussi aux vôtres, pour vraiment alimenter ces réflexions, avec un processus qui s'étale sur sur 30 mois, pardon, pas une trentaine de mois, sur un total de 30 mois. Donc on aura le temps de réfléchir pour, encore une fois, produire des projets qui peuvent se réaliser sur le terrain, des recommandations à l'adresse des autorités publiques, mais aussi des projets qui pourraient être recommandés à la labellisation dont on a entendu parler précédemment. Alors si on peut passer à la diapo suivante,
Qui peut participer? Eh bien, vous. Mais plus concrètement, comme je l'indiquais, 40 à 50 acteurs. On va chercher une vraie diversité d'acteurs qui sont engagés sur le terrain et qui peuvent aider à la réalisation de ceci. Donc il ne s'agit pas d'une cellule de réflexion abstraite, vous l'aurez compris, mais d'un groupe de travail qui va vraiment pouvoir avoir connaissance et pouvoir aussi aider à la réalisation des projets. Donc, des acteurs qui sont tant du côté de l'offre que de la demande, des acteurs du secteur privé et du secteur public, mais également des experts et des acteurs du monde associatif, de la société civile. Nous faisons appel à vos candidatures. Certains d'entre vous auront déjà reçu notre email d'invitation. On a un atelier cet après-midi pour présenter ceci plus en détail. Et très prochainement, dans les prochains jours, nous annoncerons donc la date limite pour candidater à ce groupe de travail à la fin du mois. Et puis, début décembre, nous annoncerons la constitution du groupe. Et démarrage effectif au début du mois de décembre. Diapo suivante, ça résume le calendrier. Voilà, donc on est dans la phase de lancement d'ici la fin de l'année, avec la constitution du groupe. La région a défini son engagement qui consiste très clairement à écouter et permettre ce cadre de travail. L'engagement n'est pas de mettre en œuvre 100% et exactement mot pour mot les recommandations et les projets qui seront mis en avant, mais à les étudier et à rendre compte de manière transparente et suivie ce qui sera proposé. Donc cette phase de lancement est en cours, recrutement, charte d'engagement. Ensuite, c'est parti, début 2026. Eh bien, nous aurons de manière assez logique une phase de clarification des enjeux par sous-groupe, de définition d'un cahier des charges pour chacun des sous-groupes, qui nous permettra ensuite d'aller creuser le sujet et de produire des projets. Avec en ligne de mire le congrès dans 2 ans, on sera tous là, on aura 2 ans de plus et on aura des projets sous le coude. Mais bien sûr, on n'attendra pas 2027 pour, le cas échéant, si c'est pertinent, présenter des projets au fil de l'eau, si besoin. Et une fois qu'on aura fait ceci, il y aura une phase de suivi, de tirer des enseignements de tout ce processus pour préparer la suite. Frédéric. Alors, quelle implication pour les participants à ce groupe de travail? On va en parler. Avant peut-être de parler de l'implication, parlons effectivement du mode de voir ce que va représenter ce groupe de travail. Groupe de travail, c'est vrai que c'est un terme qui parfois est un peu ambigu. On a tous connu des groupes de travail très très différents dans ce qu'ils faisaient. Donc ça ne va pas être un espace de débat, ça ne va pas être un lieu de réflexion abstrait, hein, mais ça va être un laboratoire de co-création orienté vers la réalisation de projets opérationnels. Voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif de ce groupe de travail. Comme vous l'avez entendu, il s'appelle Freight Forward Wallonia, donc on veut se projeter et projeter la Wallonie en avant grâce à l'activité que nous aurons dans ce groupe. Donc, quel type de participants? On cherche des participants qui vont être disponibles. Bien entendu, il faut être un minimum de disponibilité pour pouvoir contribuer, puisque chacun des participants aura un rôle actif, comme l'a bien souligné Steven. Il y aura une visio à peu près par mois, donc c'est relativement raisonnable, une réunion physique tous les 2 mois, et du travail préparatoire pour faire avancer les choses, bien entendu. Voilà, donc c'est, je dirais, indicatif, c'est plutôt la borne haute de l'engagement qu'on demande, mais évidemment, ces participants ont un rôle clé, je vais expliquer un petit peu aussi pourquoi. On va aussi avoir dans ces groupes des représentants qui pourront représenter ces sous-groupes. Alors quel est leur rôle? Ils vont rapporter les idées du sous-groupe au groupe de travail, ils vont remonter les challenges éventuels, et puis ils vont faire le lien avec nous, Ptolémus et Démocratie, et avec le SPW par notre intermédiaire. Donc les livrables qu'il y aura, ça va être des fiches projets qui auront été définies conjointement, donc avec l'idée évidemment de les mettre en place par la suite, d'avoir des projets labellisables, donc
qu'on puisse identifier des projets qui vont être, je dirais, mis en avant par la région, et puis aussi d'avoir une vision concrète partagée pour le fret wallon. Donc c'est vrai que là, l'idée, c'est de mettre ensemble des personnes du transport routier, du ferroviaire et du fluvial, des gens de l'offre et de la demande, etc., du public, du privé, etc., hein, pour travailler ensemble, pour réfléchir, plutôt que de dire on n'a pas ci, on n'a pas ça. Là, travaillons ensemble pour essayer de le mettre en place de manière coordonnée. Voilà. Alors quel intérêt ça peut avoir pour les participants que vous serez peut-être, j'espère. Donc, d'abord, c'est être acteur du changement du transport de marchandises en Wallonie. Donc, la clé, évidemment, c'est que tout seul, on peut, même si on est une grande entreprise ou une grosse organisation, on voit bien qu'on est très facilement limité, hein, puisque le transport, par définition, c'est beaucoup d'aspects systémiques. Deuxièmement, c'est contribuer à la définition d'actions concrètes. Voilà, donc on voit un problème, comment on fait pour le résoudre? Donc on n'a pas assez de stations de charge, qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir plus? Où faut-il les mettre, etc., etc., pour donner un exemple précis. Servir de caisse de résonance et impliquer votre organisation dans les actions. Ça, c'est aussi important. Hein, donc, ce n'est pas juste une représentation de votre personne, même si, évidemment, les individus ont un rôle important. Vous, à travers cet engagement, vous représenterez aussi votre organisation, et ça peut avoir et dans les deux sens, puisque vous pourrez aussi indiquer les évolutions de ce groupe dans votre organisation. Quatrièmement, vous aurez aussi, grâce à ce groupe, des relais chez tous les acteurs clés du secteur, donc à la fois dans les sous-groupes et dans le groupe. Je dirais que ce groupe a vocation à représenter tous les acteurs de la mobilité de marchandises en Wallonie. Voilà, on va essayer d'avoir des groupes le plus représentatifs possible, et donc, évidemment, ça vous permettra d'avoir ces relais. Et évidemment, des tas de choses pourront se passer en dehors de ces groupes, par ailleurs, bien entendu, c'est bien l'objectif. Et puis, vous pourrez bénéficier des idées, des expériences des autres organisations, et nous aussi, je dirais, en tant que cabinet conseiller, on essaiera d'apporter une plus-value par rapport à ça, mettre en avant, par exemple, des expériences dans d'autres pays, et voir ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une fertilisation croisée entre nous tous. Quels sont les engagements du SPW? Ils ont été partiellement énoncés, je vais les rappeler. Alors, le SPW s'engage à étudier et valoriser les recommandations du groupe de travail et en proposer l'intégration dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de mobilité et du PASS. Soutenir les initiatives par le label SRMM, garantir la transparence du suivi, valoriser les membres, et puis favoriser le dialogue, la co-création avec Ptolémus et de démocratie. Donc, l'objectif, si on essaie de résumer, c'est évidemment que tous ces projets puissent se mettre en place, et qui, comme ils ont été pensés ensemble, ils soient évidemment réalisables et finançables. Hein, c'est ça aussi l'objectif de tout cela. Donc, nous allons donc conclure en disant que, effectivement, grâce à Freight Forward Wallonia, l'objectif, c'est vraiment d'être le moteur de la transition logistique de notre région. Et nous allons en parler plus dans le groupe de travail, l'atelier qui aura cet après-midi. Vous pourrez en savoir plus, vous pourrez aussi contribuer à l'avancée. On ne voit pas le dernier slide défiler, mais voilà, il est là. Et donc, vous pouvez déjà, si vous voulez, vous inscrire. On va expliquer, mais vous allez pouvoir vous inscrire. Il y aura un temps relativement restreint, je pense qu'on est dans l'ordre d'une semaine, 10 jours, pour s'inscrire à l'issue de ce congrès. Donc, vous pouvez déjà le faire si vous le voulez. Et évidemment, si vous avez des questions, nous pourrons vous répondre à la pause, ainsi que cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Merci, messieurs. Et donc voilà, merci pour cette présentation et ce lancement de ce nouveau groupe de travail. Vous avez le programme sous les yeux. On va se laisser maintenant pour une petite pause café bien méritée. On se donne rendez-vous ici à 11h50 tapante. Ne vous inquiétez pas, on fera du rappel à partir de 11h45 tapante. Merci à tout le monde et à tout de suite.